Salut à tous et bienvenue sur MLS Time. Ici, on parle MLS, on parle passion, on parle foot tout simplement. Alors, que vous soyez du genre à vous demander si les genoux de Luis Suarez grincent plus fort que les défenses qu'il affronte, ou à débattre passionnément des conséquences de ses célèbres morsures sur son héritage sportif, ou tout simplement curieux de découvrir l'univers du soccer nord-américain, vous êtes au bon endroit. Alors, attachez vos crampons et préparez-vous pour un voyage au cœur de la Major League Soccer. Let's go! If you believe, then just stand up on your feet and shout it loud. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de MLS Time. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve cette semaine. Un énorme merci à tous ceux qui ont déjà écouté les deux premiers épisodes. Aujourd'hui, un épisode axé à 100% sur le mercato qui a débuté depuis une semaine. On est aujourd'hui le 10 janvier et il y a énormément de rumeurs, mais également de transferts qui sont actés en MLS. Ça part dans tous les sens. Donc sans plus attendre, on y va. On est parti sur le troisième épisode, le mercato 100 balles. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Avant toute chose, j'avais terminé le dernier épisode en vous parlant d'un éventuel montage pour l'arrivée de Marcus Rashford au Seattle Sounders. Au vu des dernières nouvelles, sur Rashford qui a l'air de faire un peu la tournée des clubs européens pour se vendre, je pense pas qu'il viendra donc à Seattle. Mais revenons plutôt sur le montage où je vous disais que la MLS et Seattle discutaient, pour un éventuel montage comme il a été fait, pour Lionel Messi. Il faut savoir que Messi dans les statuts gagne 20,5 millions d'après la MLSPA, ce qui est publié. Mais en fait Messi gagne plutôt 50 millions par an, ce qui est au passage 10 fois moins que ce qui lui avait été proposé en Arabie Saoudite. Le contrat donc de Messi comprend un montage avec Adidas, qui est le sponsor officiel de la MLS depuis 1996 et sa création. Il va toucher un intéressement sur les futurs bénéfices qu'il va avoir généré avec son implication en MLS. Bon, je ne sais pas comment c'est calculé exactement, certainement sur la vente de maillots ou autre, mais voilà, Messi touche un intéressement en fait sur les ventes qu'il génère auprès d'Adidas. Il y a également, un autre point où Messi touche de l'argent, c'est par rapport à Apple TV, qui est donc le diffuseur de la MLS. Il a été convenu qu'il allait percevoir, une part des revenus générés par les nouveaux abonnements, au MLS Season Pass. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous abonnez au MLS Season Pass, bah, vous contribuez à payer le salaire de tous les joueurs, mais un petit peu plus celui de Lionel Messi, hein. On rappelle que la Apple TV a signé pendant 10 ans un montant de 2,5 milliards de dollars pour diffuser la MLS. Il y a également une clause qui donne la possibilité à Messi d'acquérir une participation à l'Inter Miami, donc de devenir actionnaire. Ça avait été fait à l'époque un peu différemment pour David Beckham. Beckham, lorsqu'il était arrivé, en fait, il avait eu donc les différents montages que peut avoir Messi, mais également la possibilité d'avoir une réduction lorsqu'il allait créer, s'il voulait créer sa franchise, ce qui a été le cas avec l'Inter Miami. Donc voilà, je voulais vous parler, un petit peu de ce type de montage qu'on peut retrouver en MLS. Je ne serais pas étonné qu'on le retrouve peut-être pour l'Inter Miami ou Seattle, qui vont participer à la coupe du monde des clubs et comme l'a rappelé Luis Suarez hier, ce sont des clubs qui vont devoir se mettre au niveau puisque ça va être assez relevé avec les clubs européens. Un petit mot avant d'attaquer le mercato sur la Leagues Cup.
On a eu quelques infos en fin d'année, je vous en avais parlé dans le premier épisode, donc elle a lieu cet été. Et la saison de MLS ne sera pas interrompue. Aux dernières nouvelles, ça jouera en semaine. Donc le week-end, on aura la MLS et en semaine, on aura les matchs de Leagues Cup. Ce qui annonce une saison de MLS entre la Coupe du Monde des clubs, la Leagues Cup, les midweek actuels qu'on a depuis des années en MLS. Le rythme va être tout simplement fou. Et en parlant de rythme fou, partons donc sur le mercato tout de suite où le rythme est totalement fou. C'est parti pour le mercato. Attaquons donc dans un premier temps, un peu comme la semaine dernière je l'ai fait, tout ce qui est officiel. Oui, puisqu'il y a pas mal de rumeurs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été officialisées. Et on démarre tout de suite avec une équipe où j'apprécie ce début de mercato, c'est tout simplement les Chicago Fire. Ils ont déjà alors signé Jack Elliott qui arrive de Philadelphie, pris comme coach Greg Berhalter, l'ancien sélectionneur des États-Unis, et ils ont officialisé cette semaine l'arrivée de Philippe Zinkernagel qui jouait au club Bruges et qui était en prêt à Bodo Glimt, son ancien club avant Bruges, et son passage en Angleterre. Donc il signe à l'initiative TAM, comme je vous l'avais dit. Donc le TAM, c'est une enveloppe que la MLS met à disposition des clubs pour pouvoir recruter des joueurs de qualité, mais qui ne sont pas designated players. C'est une très belle addition pour ce joueur qui est un ailier. Je pense qu'il peut faire vraiment beaucoup de bien à Chicago. Chicago a également envoyé une offre pour Gaëtan Perrin de l'AJ Auxerre, selon Tom Bogert et Fabrizio Romano, donc c'est plutôt sûr. Alors je rigole déjà de savoir comment les commentateurs américains vont prononcer Gaëtan Perrin. Il y a eu à l'époque Corentin Jean qui jouait à Miami. Corentin, il n'arrivait pas à le prononcer. Donc je me languis déjà de savoir comment ils vont prononcer Gaëtan Perrin, surtout le Perrin. Ça va être quelque chose si jamais il vient signer à Chicago. Le second deal d'importance qui a été signé, alors c'est l'officialisation, je vous en avais parlé la semaine dernière, du deal entre Dallas et Seattle pour Jesus Ferreira. Assez colossal, hein, puisque Dallas va recevoir en échange d'envoyer Jesus Ferreira à Seattle l'ailier Léo Chu, 1 million de gammes garanties en 2025, 500 000 gammes 2026, donc ils anticipent déjà la suite, et il y a jusqu'à 800 000 gammes supplémentaires si certains objectifs sont remplis dans le deal par Jesus Ferreira, ainsi que, comme on l'avait dit, une place internationale 2025. Seattle, alors on a eu la conférence de presse de leur directeur général Greg Webel, qui a annoncé que le transfert d'Ariola était bouclé. Donc il y a eu quelques petits soucis, je crois, au niveau du contrat. Ils devaient se mettre d'accord. Mais voilà, le transfert de Ariola va être officialisé dans les jours à venir du côté de Seattle. De bonnes nouvelles à Seattle, hein, qui a un gros roster pour l'année à venir, puisqu'il re-signe comme prévu Joao Polo pour 1 an avec une saison en option. Mais également Albert Rusnak en tant que DP. On nous a informé également, donc les DP à Seattle sont Albert Rusnak, Pedro de la Vega et à la surprise générale, Jordan Morris. Ouais, Jordan Morris en fait qui avait un contrat évolutif. S'il remplissait certaines performances sur les années à venir, en fait, il pouvait passer DP, donc c'est acté. Jordan Morris est le troisième DP. C'est pour ça aussi que ça scelle un peu l'éventuelle arrivée de Marcus Rashford ou de tout autre top player à Seattle. Greg Weibel, donc le directeur général, comme je le disais, a également confirmé qu'il cherche à ajouter un défenseur au roster après avoir officialisé Ariola. Donc voilà, aujourd'hui, pour avoir un backup à Riemar Gomez-Andrade et Dragon, ils vont aller chercher un défenseur central ils n'ont pas donné suite à l'option de Nathan qui était défenseur. On arrive maintenant au Red Bull New York. Les Red Bull New York ont officialisé l'arrivée de Victor Bocas, un joueur qui arrive de Pologne à l'initiative U22. Donc ça doit être un joueur plutôt prometteur, hein, les Red Bull New York très bons au niveau du scouting. Et on a depuis quelques temps, alors pour rester sur eux, Dante Van Zer qui est sur le départ pour aller à Ghent, un retour en Belgique. Donc pour le numéro 9, DP, qui va très clairement être barré par Choupo-Moting et qui va rentrer donc au pays vraisemblablement. DC United qui a officialisé l'arrivée d'un gardien, donc Juhong Kim, le coréen qui arrive de Jeonbuk et qui signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Alors certains m'ont demandé sur les réseaux si ça allait être le titulaire. À l'heure actuelle, DC n'a pas de gardien, pas d'autre gardien puisqu'ils n'ont pas donné suite aux options qu'avaient Tyler Miller et Bono. Donc pour le moment, il n'y a que lui.
mais j'ai du mal à croire qu'ils ne vont pas signer un gardien peut-être d'expérience ou un autre, gardien de très bon prospect du côté de DC, qui en a vraiment besoin puisque ça a été l'année dernière un souci où on avait 2 gardiens expérimentés, mais de niveau moyen, donc ça fait jamais très bon ménage. Passons maintenant à Atlanta. Atlanta, hein, mon club, on le rappelle, qui a signé, alors je rigole, mais Kaiman, Togashi. En fait, ils avaient fait un peu un teasing, sur un joueur, japonais qui allait signer. On s'est tous dit: «Waouh, Kyogo Furuhashi, super, l'attaquant du Celtic», qui a été ciblé par Atlanta et c'est Kaiman Togashi, qui arrive donc, gratuitement, qui signe jusqu'à la saison 2025 avec une option pour 2026. Pour avoir regardé ses stats, il fait vraiment pas rêver le copain. Il arrive, je pense, alors comme l'a dit, comment le directeur général, il arrive, parce qu'il y a besoin de profondeur en attaque. Donc il y a Jamal Thiaré et lui, je pense qu'ils vont être les backups d'un éventuel numéro 9 qui était la cible principale d'Atlanta sur ce mercato. Alors il y a quelque chose d'assez drôle, je vous parlais de Kyogo Furuhashi, donc qui a été, ciblé par Atlanta, où il y avait des discussions avec le Celtic et juste après en fait l'officialisation de Kaiman Togashi, en fait quand on tapait, Kyogo Furuhashi Atlanta sur Google, ça mettait que clairement il avait signé en tant que DP à Atlanta et en fait la MLS s'est totalement déchirée en voulant parler de Kaiman Togashi, ils ont parlé de Kyogo Furuhashi et d'après certaines sources, le Celtic a pas du tout apprécié et c'est ce qui a mis fin pour le moment aux discussions entre Atlanta et le Celtic, cette erreur. La MLS qui s'est d'ailleurs excusée en communiquant, d'avoir, fait cette erreur qui, bah, peut coûter cher quand même à Atlanta, puisque Kyogo Furuhashi, c'est quand même un top attaquant au Celtic. Donc c'est assez dingue cette bourde de la MLS. Passons maintenant aux rats de la ligue. Alors les rats de la ligue, pour moi, je vous le dis, hein, c'est Nashville. Nashville, c'est vraiment le club. Ne vous attendez pas à des gros transferts. C'est alors certains vont dire c'est malin puisqu'ils récupèrent des joueurs libres ou des bons coups comme Gaston Brugman qu'ils ont récupéré de LA Galaxy. Ça, c'était un bon début. Moi, je me suis dit, oh, Nashville, ça y est, ils vont envoyer les dollars. Eh ben non, écoutez, Nashville, ils font revenir deux anciens de la MLS. Andy Najar, un défenseur, et Brian Acosta. Brian Acosta, je sais pas si vous avez vu, ils ont republié un post qui datait de 2019 pour en faire la promotion. Brian Acosta, c'est vraiment pas un joueur que j'apprécie. C'est très irrégulier. Un joueur qui a fait déjà pas mal de clubs en MLS sans jamais donner satisfaction vraiment partout. Donc voilà, c'est pas exceptionnel et ils ont dû aller jusqu'en 2019 repêcher un banger sur un gros but qu'il a mis. Donc voilà, ça fait pas rêver à Nashville, mais Nashville, ils ont beaucoup de mal à signer des DP et sortir le chéquier au niveau des propriétaires. Et ils ont indiqué qu'ils libéraient donc le milieu de terrain offensif Randall Leal, très souvent blessé, hein. Je pense que c'est une bonne pioche pour un autre club s'ils peuvent le récupérer, mais voilà, c'est un joueur de qualité, mais qui est tout le temps blessé, et c'est un peu dommage. Et le gardien Panico, alors ça, j'ai été assez surpris qu'il le libère, mais peut-être que lui, il a des aspirations à devenir numéro un ailleurs. Ce qui s'entendrait vu qu'il entrait de plus en plus dans la concurrence avec l'ancien Joe Willis. Arrivons maintenant à une équipe où c'est assez intéressant de voir qu'ils se reconstruisent, hein. Clairement, c'est SKC. SKC qui continue son ménage puisqu'ils annoncent le départ d'Alan Pulido qui a signé à Chivas. Un joueur de 31 ans, attaquant, DP, qui a fait 5 saisons quand même avec SKC. Un joueur qui a une saison blanche en 2022 due à une grosse blessure, mais qu'ils ont reprolongé en 2023 comme DP. Il y a eu beaucoup de débats hein, pendant son aventure en MLS de savoir si oui ou non il méritait son DP. Bon voilà, aujourd'hui SKC s'en débarrasse. Tout comme Johnny Russell qui a donné une interview dans une émission où il indiquait qu'il ne reviendrait pas à SKC et qu'il n'y avait quasiment pas eu de discussion sur un éventuel retour, hein. Johnny Russell, un joueur donc âgé de 34 ou 35 ans, mais qui pour moi, vous voyez sur un club là où je vais vous parler après, Montréal, ce serait impeccable, un joueur d'expérience comme ça et de qualité, un joueur fiable. Moi je suis Montréal, je fonce tout de suite pour voir comment je peux le signer. Alors ce sera plus un DP à son âge ni un TAM. Je pense que ça peut être intéressant de voir avec lui si, s'ils peuvent l'attirer. Donc Montréal justement qui a officialisé le départ de Mathias Coccaro du côté d'Atlas sur un prépayant avec option d'achat. Et également, le départ de Lassi Lapalainen qui a rejoint Columbus, hein, contrat de 2025 avec une option pour 2026. Un peu dommage qu'il s'en aille, je pense que c'est un joueur qui était bien dans la rotation plus même, mais pas mal de blessures également et un manque de fiabilité à certaines périodes. C'est donc Wilfried Nancy qui le rapatrie à Columbus, hein, il l'avait eu lors de son passage à Montréal.
Pour rester sur Montréal, on a eu l'officialisation en début de semaine de Fabian Herbers depuis Chicago, un milieu de terrain expérimenté, un plutôt polyvalent qui peut jouer, mais plutôt offensif, de 31 ans. Il est depuis 2016 en MLS, hein, c'est 205 matchs dont 127 titulaires, 19 buts, 24 passes décisives. Il a fait 3 saisons à Philadelphie, 6 saisons à Chicago, où il était à la fin même capitaine. Alors c'est un joueur selon moi qui va faire, un peu de concurrence à Bryce Duke qui est assez régulier, c'est des profils assez différents, mais ça va offrir à Laurent Courtois l'opportunité de s'adapter à ses adversaires et c'est plutôt pas mal. Et Montréal donc qui continue, hein, à recruter, à se reconstruire, ils en ont grandement besoin à 1 mois et demi maintenant de la reprise, qu'a signé à la surprise générale le défenseur central Jaylen Neal qui arrive du LA Galaxy. Un gros transfert, hein, 650 000 gammes, plus un spot international qui revient au LA Galaxy. C'est assez surprenant, hein, que le LA Galaxy le laisse partir. C'était un backup plus, mais Garcès a semblé lui passer devant à la fin de saison. Moi, ce qui m'a fait un peu plus peur du côté des LA Galaxy, c'est qu'ils n'aient pas encore re-signé avec Maya Yoshida et qu'ils aient recruté, enfin, qu'ils vont annoncer Mathias Zanka d'Anderlecht. Alors franchement, j'ai que des mauvais échos de ce joueur, que ce soit dans l'attitude ou les performances sportives. Il n'a pas du tout aimé en Belgique. Bon, ça a l'air d'être un peu un transfert pistonné, puisque le joueur, il rejoint le directeur général qu'il connaît bien. Donc à suivre, mais de ce que j'en ai vu, c'est vraiment pas une assurance tout risque. Moi, je pense que les Galaxy fait une erreur s'ils ne vont pas signer Maya Yoshida, qui apporte son expérience et qui les a menés clairement à la victoire, hein. Et les Galaxy, s'ils gagnent pour moi cette saison, alors c'est qu'ils ont une attaque de feu, mais qu'ils ont quand même amélioré leur défense qui, en début de saison et fin de saison d'avant, était cataclysmique. Montréal a également signé un jeune prospect très prometteur qui est Mikael Adedokun pour la saison 2025. Ils se sont couverts et ils ont mis des options pour 2026, 2027, 2028. Alors ils le mettent sous test, hein, c'est le 13e rang de la Super Draft, mais il avait été élu quand même alors meilleur joueur de l'année en D1 de la NCAA, donc universitaire. Le communiqué décrit ses qualités comme un joueur dynamique, doté d'un fort instinct de buteur, pas mal en 1 contre 1, qui a une bonne créativité dans le dernier tiers. Il jouait avec les Buckeyes, il a mis 11 buts, 11 passes décisives, remporté le tournoi universitaire et été nommé dans l'équipe de l'année. Donc j'attends de voir ce profil-là, c'est assez prometteur. Sur le papier, bien sûr, et par rapport à ce qu'il a fait sur les saisons précédentes. Donc, très curieux de voir. On m'en a dit du bien. Garincha, si vous connaissez un peu sur Twitter, m'a confirmé que c'était vraiment un bon prospect et une bonne recrue pour Montréal. Et Montréal, toujours très actif, qui a signé également l'attaquant en échec à New England Revolution, qui est Giacomo Vrioni, qui va signer comme DP. Et il a été poussé vers la sortie à New England avec l'arrivée de Leo Campagna et il rejoint donc Montréal. Assez décevant du côté de New England. Montréal, hein, qui reste fidèle un peu à son poste, à la relance de joueurs un peu en échec. Giacomo Vrioni, ça va pas être Joseph Martinez, mais je pense que c'est quand même un attaquant intéressant qui peut vous marquer sa dizaine de buts cette saison. Ça m'amène à une transition donc de New England, où je parlais des arrivées dans le précédent épisode de Campagna à Luis Diaz. On n'a donc pas encore officialisé, mais c'est quasi bouclé vu que la visite médicale a été réussie avec succès. L'arrivée de Ignatius Ganago, ailier de 25 ans qui arrive du FC Nantes. Bon, il a joué 11 matchs cette saison où il n'a pas mis un but. Il arrive en prêt avec option d'achat pour 3,5 millions de dollars et il attend actuellement son visa pour pouvoir rejoindre les États-Unis et Boston. New England, du coup, qui s'est pas mal renforcé devant et qui a officialisé le départ d'Emmanuel Boateng, qui était pourtant un bon joueur d'effectif de rotation qui a signé à San Diego pour 200 000 gammes. Voilà, San Diego qui continue à se renforcer avec des joueurs d'expérience, mais toujours pas convaincant, hein, pour l'instant sur le mercato. Passons maintenant à Portland. Portland, donc on fait un peu une transition par rapport à Montréal dont je parlais il y a pas longtemps, qui a signé donc la semaine dernière Ariel Lassiter, qui n'avait pas eu son option validée par Montréal, donc 30 ans, ailier, il a déjà 149 matchs de MLS, mais bon, c'est un joueur assez régulier, hein. En fait, il a des très très bonnes périodes, mais après, il a d'énormes creux. Il est capable de faire plusieurs matchs dans le match, hein. Moi, je le trouve un peu. Alors, j'aime bien dire ça sur certains joueurs. Je dirais que c'est un intermittent du spectacle, hein. Voilà, il a du mal à donner satisfaction partout où il passe. C'est quand même un joueur qui a 4 saisons au Galaxy, 2 saisons à Houston, 2 saisons à Miami, une demi-saison à Chicago et une saison et demie déjà passée à Montréal, hein. Donc à 30 ans, c'est quand même beaucoup de clubs où il n'a pas forcément donné satisfaction. Du côté de DC United, je vous parlais tout à l'heure des gardiens et ça vient de me revenir à l'esprit. Il y a Matai Akimboni, le jeune défenseur central de 18 ans qui a signé à Bournemouth en Première Ligue.
Un joueur qui commençait à jouer un peu en fin de saison, hein, avec 13 matchs, dont 8 titularisations. C'est un beau prospect. Alors, je pense pas qu'il va jouer tout de suite titulaire à Bournemouth, hein. Je pense qu'il va simplement déjà s'adapter au football européen, jouer avec les U21 et même, je pense, s'entraîner avec le groupe pro. Mais voilà, un joueur d'avenir qui a signé donc en première ligue, hein, il faut quand même le noter. New York City, donc, qui a nommé Pascal Janssen comme nouveau manager. Il arrive de Ferencváros après une saison et demie et le City Football Club a racheté son contrat. Ce qui fait qu'en MLS aujourd'hui, où je vous parle, donc on est le 10 janvier, on a deux clubs toujours sans club à un mois et demi de la reprise qui sont Vancouver et Toronto. Jim Curtin, je vous avais dit, hein, ce serait une bonne pioche, mais il a fait savoir qu'il ne voulait pas délocaliser sa famille de Philadelphie, où il est depuis plus de 10 ans, et qu'il pensait à prendre une année sabbatique et pas reprendre un club tout de suite. Voilà. Pour rester et revenir sur New York, hors mercato, on a le jeune Jovan Mijatovic de 19 ans qui a heurté un piéton, voilà, dans le centre de Belgrade. Donc il n'avait pas d'alcool dans le sang, le piéton est quand même dans un état critique. On n'a pas de nouvelles depuis quelques jours, mais le joueur donc va être bloqué en Serbie jusqu'à ce que l'enquête se passe et voir s'il est vraiment en tort dans l'histoire. On passe maintenant à l'équipe très très active qui a envie d'en découdre sur ce mercato, c'est Austin, donc qui a officialisé l'arrivée de Brandon Vasquez pour un deal record de 10 millions de dollars, voilà. Designated Player, contrat jusqu'en 2028 hein, quand même, et avec une option pour 2029. Au passage, Seattle récupère 1 million sur l'opération de 10 millions, parce qu'ils avaient une clause de revente à 10 millions. Donc Seattle avait vendu 7,5 millions Vasquez et récupère encore 1 million. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux rumeurs. Alors, on va rester sur Austin parce que Austin, c'est vraiment quelque chose de dingue sur ce mercato. Ils sont vraiment sur tous les fronts. Donc, allez, on se retrouve tout de suite et on passe aux rumeurs mercato en MLS. Et on reste toujours sur Austin. Donc, je vous parlais à l'instant de l'arrivée de Brandon Vasquez qui risque de sceller le départ de Driussi. River a commencé à négocier formellement avec Austin pour Sébastien Driussi. Alors dans un premier temps, on apprend qu'Austin, il vous était pas trop disposé à le vendre. Il voulait vraiment avoir une grosse attaque avec Brandon Vasquez et lui. Mais d'autres sources indiquent quand même qu'il va pas se rendre à la pré-saison, l'ami Driussi. Il leur a fait savoir en gros qu'il resterait en Argentine tant que le transfert n'a pas été fait. On parle d'une offre entre 8 à 10 millions, donc à suivre. Bon, Driussi rejoint ses compères argentins qui veulent pas reprendre forcément l'entraînement et qui font le forcing pour les mercatos. J'ai un peu de mal avec cette mentalité. C'est très propre aux Argentins hein, sur ce qu'on voit ces dernières années. Reynoso, Driussi, Lucho Acosta, il est pas loin parce qu'il leur a fait comprendre à Cincinnati, on va en parler plus tard, qu'il a clairement envie de se barrer. J'aime pas du tout cette façon de faire, de vraiment de pas revenir. C'est clairement un manque de respect. C'est quand même des joueurs d'IP hein, qui respectent pas leur club et pas leurs engagements. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec cette façon de procéder. Et c'est très souvent les Argentins. Austin, du coup, qui s'est un peu affairé hein, dans ce mercato, a trouvé un éventuel remplaçant, puisqu'ils vont à peu près récupérer 8-10 millions sur l'opération de Driussi qui semble se profiler. Ils ont ciblé Mirto Uzzini, ils ont déjà fait une offre contractuelle. Donc le joueur, il veut absolument quitter Grenade, donc il joue en D2 espagnol, et Grenade va certainement recevoir une offre, d'après certaines sources, de 10 millions de dollars pour son joueur. 10 millions de dollars sur un joueur de D2 espagnol. Je crois il a 30 ans hein, ou 28 ans. Enfin, ils ont complètement craqué Austin. Je sais pas, sur ce mercato, ils ont les poches pleines. Ils vont envoyer 10 bars sur un joueur qui joue en D2 espagnol. Alors, il a des stats hein, en D2 espagnol, donc ça devrait stater en MLS. Mais enfin, je comprends pas parce qu'offensivement, ils sont quand même déjà assez armés. Mais bon, Austin a envie de se faire plaisir et de péter le coffre-fort cet hiver. Et d'ailleurs, ils ont également, alors petite autre rumeur d'un jeune défenseur de 20 ans, Daniel Ciesla. Il joue actuellement en Pologne et bon, il serait un peu chaud, Austin, et ils auraient fait une offre pour lui. Toujours Austin, mais qui va me permettre de faire la transition sur un joueur qui est Azier Iaramendi. On va passer à Dallas, hein. Donc Iaramendi, l'ex-joueur du Real Madrid de 34 ans, qui a été laissé libre par Dallas. Enfin, laissé libre, Dallas n'a pas validé son option parce qu'il avait un quand même gros contrat et il n'a pas été fou non plus sur les quelques mois où il a joué. Dallas négocie toujours avec lui, mais Austin est rentré dans les négociations. Austin qui a vraiment décidé de se renforcer au milieu, puisqu'ils ont pris Eli Sanchez, donc à le même âge qu'Iaramendi, 34 ans, et ils veulent sûrement apporter un peu d'expérience, donc ce serait un milieu expérimenté avec une attaque un peu folle. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Pour rester sur Dallas, Dallas a prolongé Kamungo, leur attaquant, alors qu'il s'était blessé jusqu'en 2026.
avec une option pour 2027 et 2028. Et pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure, au rang des Argentins qui veulent s'en aller de MLS, Alan Velasco qui fait pression sur Dallas pour rejoindre Boca Juniors. Donc Velasco qui a dit qu'il voulait pas se rendre à Dallas pour la reprise et qui voulait que l'équipe de MLS réponde à la proposition qui est de 10 millions de dollars. Bon, je t'avoue que Dallas, ils ont quand même une incertitude sur Velasco qui s'est fait les croisés, qui est revenu. 10 millions, c'est quand même une belle offre, hein, on se cache pas, hein, je vous l'avais dit en MLS, 10 millions, ça fait réfléchir les clubs, clairement. Passons désormais à Philadelphie. Donc Philadelphie, peu de choses, hein, quand même, hein. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils activent le mercato parce qu'ils ont une profondeur d'effectifs qui fait pas rêver. Alors, on a, comme tous les ans, la rumeur, les rumeurs, Kai Wagner. Voilà, Kai Wagner, en fait, je m'inquiète même plus. Ça fait depuis 2018 où je suis la MLS que le gars, on nous dit tous les mercatos, il va partir, qu'il est encore là. Il a prolongé jusqu'en 2026 avec des options club pour 2027. Il a 27 ans. Bon, les clubs européens, il lâche pas. Il est valorisé 5 millions. Mais j'ai du mal à le voir partir. Bon, après, à tout moment, s'il part, c'est pas choquant puisque c'est un très bon joueur. Là, on nous parlait de Parme. Parme, au final, apparemment, c'est tombé à l'eau. Fenerbahçe, Las Palmas. Enfin, il y a tout le temps une liste de clubs assez folle sur Kai Wagner. Mais il est jamais parti. Donc, Kai Wagner, voilà, je sais pas que je suis rassuré, mais je me dis, bon, c'est tous les mercatos pareils. Et au final, il est toujours en MLS et ça se passe bien. Il continue à être très performant. Donc, voilà, affaire à suivre sur Kai Wagner. Mais je reste persuadé en tout cas que Philadelphie va falloir qu'ils s'activent sur le mercato s'ils veulent pas être trop limités dans l'effectif. Passons à désormais Charlotte, une autre équipe qui a vraiment envie d'en découdre sur le mercato, un peu comme Austin, hein. C'est un peu eux qui tractent le mercato, eux et l'Inter Miami. Alors Charlotte qui devrait faire revenir sous la forme d'un prêt avec option d'achat Pep Bill et ainsi éviter de le signer en DP, hein, comme je vous le disais dans l'épisode d'avant. Mais par contre, si il donne satisfaction, ils auraient certainement pas le choix de le signer comme DP à la fin de l'option d'achat. On a Jerry Uronen, donc le latéral gauche qui a signé, excusez-moi, à l'AIK, donc en Suède. Voilà, c'est un joueur qui était barré par Joao Pedro et puis Tim Rim, qui a été décalé sur le côté gauche du fait qu'il y ait Malanda. Bon, après, il est parti. J'avoue que si Malanda, donc il y a quelques rumeurs sur Malanda, on n'a pas eu beaucoup de suite, mais qui serait courtisé par Saint-Etienne, ça ferait que Rim repasse dans l'axe et il aurait peut-être été en concurrence avec Joao Pedro. Mais bon, je pense que le joueur veut vraiment du temps de jeu et ça s'entend. Almiron, autre dossier brûlant à Charlotte, donc c'est Miguel Almiron, dont je vous parlais avant, hein. Il y aurait des discussions avancées entre Almiron et Charlotte. Mais bon, on nous dit tout et son contraire sur ce dossier. Son agent, il a dit qu'il n'y avait pas d'accord avec Charlotte, justement, parce que Charlotte devait trouver avant un accord avec Newcastle. D'autres nous disent qu'il y a un accord. Les négociations entre toutes les parties continuent, mais il n'y a pas d'accord immédiat prévu, selon son agent. Donc voilà, on va croire son agent qu'il n'y a pas d'accord, même si je pense que c'est très brûlant. Il a déjà failli venir cet été. Et Newcastle, peut-être font monter les enchères. Donc voilà, on va voir si Charlotte dégaine le chéquier, mais il y a pas mal de monde, hein. Il y a même Botafogo et pas mal de clubs qui sont sur le dossier. Bon, après, Botafogo, on a appris cette nuit qu'ils avaient du mal à payer les salaires de leurs joueurs. Après qu'ils leur aient ramené quand même un paquet d'argent. Il y a les montages financiers où Almada va pas rapporter d'argent puisqu'il va être envoyé en prêt du côté de Lyon. Enfin bref, du Johnny Textor dans le texte et la bulle spéculative, on va la dire comme ça, la bulle spéculative qu'il y a au Brésil, où je vois tous les clubs qui balancent du pognon alors que c'est vraiment le pays de la corruption. Bref, c'est pas la MLS, mais c'est le pays vraiment de la corruption au Brésil, en tout point. Beaucoup de clubs envoient des gros paquets d'argent, mais bon, les gestions laissent à désirer chez certaines équipes où je pense que voilà, ça fait rêver certains joueurs de MLS de se dire waouh, on a des énormes contrats et les clubs de MLS, il y a des énormes chèques à prendre, mais bon, affaire à suivre. Je suis pas sûr que ça dure dans le temps. La MLS, ce qui est sûr, c'est que c'est un championnat très sain du fait des masses salariales encadrées. Et là-dessus, vous n'avez pas de souci. Il n'y a pas de club demain qui vont annoncer qu'ils font faillite. Passons à DC United. Ouais, DC United où j'ai Tom Bogert. Enfin, j'ai Tom Bogert. J'ai pas discuté avec Tom Bogert, mais il a publié qu'il négociait pour l'arrivée du défenseur central international australien Kylie Rowles qui joue à Hearts en Écosse pour quand même la modique somme de 750 000 dollars, hein. C'est quand même un transfert qui peut peser dans la balance, hein. D'ici qui est quand même assez timoré sur ce début de mercato. Moi, je pense qu'ils auraient quand même besoin de se renforcer. Après, c'est une équipe qu'au final, qui l'année dernière était pas loin.
Mais je me dis, bon, s'ils font un ou 2 ajustements, que Benteke continue à claquer ses buts devant, ça peut le faire. Mais quand je vois d'autres équipes qui ont eu du mal se renforcer, je pense que DC aurait la bonne idée quand même de se renforcer sur ce mercato. San Diego, dont je vous parlais tout à l'heure, alors négocie pour l'ailier ukrainien, donc Alexander Zubkov du Shakhtar Donetsk. Alors ça, c'était en début de semaine. Un joueur international, 36 sélections de buts avec l'Ukraine. S'il signe, ce sera un DP de ce qu'on nous a dit. Les négociations sont en cours, mais San Diego, ils ont proposé 5 millions et le Shakhtar en veut plus. Voilà. Il y a des clubs brésiliens également qui sont sur le dossier. Alors, il a des belles stats cette saison, puisque avec le Shakhtar, c'est 12 matchs, 5 buts, 5 passes décisives en championnat. Et il a également joué en Ligue des Champions, donc où il a fait 6 matchs, 2 buts, une passe D1. Donc je pense que lui, ça peut être vraiment un ailier de qualité s'il arrive à San Diego. Bon, il y a une petite rumeur San Diego pour Jeffrey Schlupp qui joue à Crystal Palace. Apparemment, il se serait renseigné avec LAFC sur sa situation. LAFC, donc la transition est toute trouvée. Ou comme à tous les mercatos, hein, un peu comme Kai Wagner, on a la rumeur pour Denis Bouanga qui arrive. Bouanga qui aurait alors de sources sûres rejeté une offre des Tigresses, mais Rennes serait intéressé. Il est valorisé à 10 millions de dollars, Denis Bouanga. Il est sous contrat jusqu'en 2027, puisqu'il a prolongé en mars 2024. J'ai personnellement eu une info d'un de ses coéquipiers qui jouait avec lui au Gabon, qui est dans le club où je jouais l'année dernière. Donc Banga lui avait clairement fait part de son souhait de rejoindre et de se rapprocher de sa famille en Europe, que la circulation et tous les contraintes qu'il y a à LA étaient problématiques. Ouais, parce que le petit côté histoire, voilà, le El Trafico, le derby de LA, c'est pas dû au trafic de drogue, hein. Certains pensent ça, mais c'est pas du tout El Trafico par rapport à la drogue, hein. C'est vraiment que le trafic dans LA, c'est une catastrophe, vous bouchonnez. Et justement, la personne avec qui je jouais me disait que Banga, il disait qu'il pétait son crâne à chaque fois parce qu'il mettait des heures à aller et venir à l'entraînement et que c'était compliqué. Donc voilà, Rennes serait intéressé. Alors j'ai du mal à voir où il pourrait s'insérer dans le système de Rennes qui a l'air de jouer sans ailier. Alors en neuf, mais c'est pas son meilleur poste, hein. Je pense qu'ailier, c'est quand même son meilleur poste. Après, quoi qu'il arrive, hein, Banga, s'il va à Rennes, je pense qu'il va s'en sortir et il finira très bien sa carrière. Mais s'il reste en MLS, il finira comme vraiment une rockstar, hein, parce que là, vu où il est parti, il joue à LAFC, c'est la Rosta, il met ses 30 actions décisives par an. C'est vraiment le top joueur du club. Donc, soit il reste une légende à LA, ou soit il va se rapprocher de sa famille, un beau salaire et dans un beau club ambitieux qu'est Rennes. LAFC qui a eu donc, des intérêts également pour David Martinez, donc le jeune milieu offensif de 18 ans. Il y a le Betis Séville et d'autres clubs européens qui seraient un peu sur lui, qui le surveilleraient. LAFC aussi qui a récupéré pour info 4 millions sur le transfert d'Omar Campos à Cruz Azul. C'est vraiment un beau chèque, hein, parce que c'est un joueur qui était vraiment en échec. Mais comme quoi, les clubs mexicains ont un peu d'oseille aussi, hein. Cruz Azul, comme je le disais, qui avait été doublé par Palmeiras dans le dossier Facundo Torres, qui envoie 4 millions sur Omar Campos. C'est vraiment, pour un latéral gauche en échec en MLS, c'est un beau transfert. Et là, vous allez rigoler, puisque alors LAFC s'est très bien engagé, d'après Tom Bogert et d'autres, qui va signer donc le milieu de terrain brésilien Igor Jesus, qui joue à Estrela Amadora, au Portugal. Alors ça, c'est une histoire assez dingue, puisqu'en fait, pendant quelques jours, on nous a dit qu'il allait signer à LA Galaxy. Sauf qu'en fait, on apprend que les journalistes se sont déchirés. Qu'en fait, c'est à LAFC où il va signer. Donc voilà, Igor Jesus qui risque d'arriver à LAFC, ne pas se tromper. Une autre nouvelle, oui, du côté de LAFC, avant que je l'oublie, c'est Lewis O'Brien, le milieu, donc qui est vraisemblablement de retour à Nottingham et qui ne sera certainement pas de retour à LAFC, hein. Cet hiver, ça parlait un peu qu'il fallait mettre 7 millions pour le recruter. Je pense que LAFC, qui a besoin de beaucoup de joueurs, ça ferait mettre un DP et je pense pas qu'ils sont prêts à le mettre, hein. Ouais, parce que LAFC, il faut noter qu'ils ont un énorme chantier. Il y a déjà 10 départs d'enregistrés avec des joueurs vraiment de qualité, hein, comme Atuesta, Ili Sanchez, Carlos Vela, Murillo, Kei Kamara, Omar Campos. Donc ils ont un spot de DP senior dispo et un spot de jeune DP disponible. Ou deux, s'ils font le choix de rester à deux DP, ils auraient deux Young DP de disponibles. À voir ce qu'ils vont choisir, hein. Mais je pense qu'ils vont garder un spot de DP senior, clairement, pour Antoine Griezmann. Ou j'écoutais encore Maxime Chanot cette semaine dans l'Afterfoot. Je vous invite à écouter son passage où même lui, Maxime Chanot, qui est à LAFC, disait ouais, il y a Giroud Lloris et on attend le troisième mousquetaire, quoi. Donc il a clairement dit que c'était, d'après les rumeurs, et je pense que voilà, les rumeurs, il en sait un peu plus, que Griezmann est ciblé par LAFC. Donc je pense qu'ils vont garder
Un spot de DP bien au chaud pour Antoine Griezmann. Ça apparaît la destination rêvée pour lui avec ses potes pour finir sa carrière tranquillement au soleil. Venons-en maintenant à Houston. Donc Houston, on apprend que Pumas de la Liga MX, toujours au Mexique, hein, est en négociation avancée pour signer Coco Carrasquilla, le milieu de terrain. Alors on a eu également l'info de la part du directeur général de Houston, Pat Onstad, qui disait que Houston travaille actuellement sur le poste de DP pour le poste de numéro 10 et pourquoi pas numéro 8, voilà. Houston qui va avoir après le départ donc de comment d'Hector Herrera qui a été souligné comme étant un énorme succès de la part du directeur général. Et s'il y a Coco Carrasquilla qui part, bah voilà, vous avez votre milieu de terrain un petit peu à poil, excusez-moi du terme, du côté de Houston qui va vraiment avoir besoin de recruter. Nashville dont je vous parlais tout à l'heure, donc Nashville aurait soumis une offre pour le jeune international suédois Ahmed Kazem. Sûrement, s'il le signe, ce sera un spot international U22 de DP à l'initiative U22, voilà. Donc le joueur a 27 matchs, 5 buts, 4 passes décisives avec Elfsborg et il a 12 matchs en Europa League, 3 buts, 1 passe D, voilà, un bon choix d'avenir pour Nashville. À noter que nos amis de San José, donc où Bruce Arenae fait revenir tous ces petits joueurs de New England, ils ont vendu leur très jeune gardien Emi Ochoa. Emi Ochoa, c'est un gardien qui depuis ses 15 ans, je crois, a un contrat pro en MLS, qui est très prometteur, mais qui joue pas beaucoup à part en MLS Next Pro. Il a signé à Cruz Azul. Alors Cruz Azul, ouais, voilà, on les revoit souvent, ils aiment bien acheter en MLS pour 2 millions de dollars. Donc plutôt bien vendu, hein, même si c'est un jeune prospect pour un gardien de 2 millions de dollars, voilà, qui rentre dans les caisses. On continue donc sur les Red Bull New York. Ah, les Red Bull New York, voilà, on a eu une belle rumeur qui est sortie le week-end dernier. Alors ils auraient ciblé, alors je dis bien ils auraient ciblé, mais on n'a pas de temporalité. Dominique Fitz de l'Austria Vienne. Donc c'est le meilleur passeur du championnat autrichien actuellement. Alors 15 matchs, 3 buts, 9 passes D. Valorisé à seulement 2,5 millions euros sur Transfermarkt. Donc ce qui est tout à fait dans les clous pour New York. Et en fait, ils voudraient le cibler pour remplacer à terme Emil Forsberg. Bon, Emil Forsberg, il faut savoir qu'il a un contrat jusque 2026 avec une option pour 2027. Donc j'ai du mal à me dire qu'ils vont le recruter tout de suite parce que c'est quasiment le même poste. Et il y a, de ce que je sais, quelques clubs européens qui sont intéressés quand même par Fitz. Mais bon, à suivre parce que lui en MLS, attention à surveiller, ça pourrait faire très très mal. Et c'est vraiment un bon petit joueur hein, qui joue dans le championnat autrichien. Et il va falloir suivre les rumeurs sur lui parce que s'il signe au Red Bull New York, même un peu plus tôt que prévu parce qu'il y a une opportunité, ça peut être intéressant de l'avoir aligné justement avec Emil Forsberg avant que ce soit son backup. Les Red Bull New York, comme je vous le disais, donc Dante Van Zer qui risque de retourner hein, du côté de la Belgique. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même un joueur assez décevant. Hein. 40 matchs, 8 buts, 12 passes D. Bon, rappel que c'est un DP et que pour la petite histoire, c'est un joueur qui a quand même une image pas terrible hein, en MLS, puisqu'il a eu un souci de racisme lors d'un match contre San José il y a de ça 2 ans. Il avait pris 6 matchs de suspension pour des propos racistes qu'il avait assumés et jugés d'inexcusables et qu'il était prêt à accepter toutes les suspensions amendes. Donc il a eu un stage de bonne conduite à faire et également la suspension de 6 matchs et une amende pécuniaire, il me semble. En plus, il s'en était pris à Jérémy Ebobissé, qui est vraiment très investi dans ces sujets au niveau de la MLS et même aux États-Unis, au niveau du racisme. Voilà, Jérémy Ebobissé, qu'on rappelle, a signé à LAFC. Hein, il est parti de San José. Venons-en maintenant à une équipe hein, qu'on suit particulièrement, c'est l'Inter Miami de Lionel Messi. Alors Miami, de toute façon, ils font dans l'Argentine. Hein. Eux, s'ils ne recrutent pas argentin, ils meurent. Hein. Je pense que Messi, il veut que ce soit le club argentin de MLS. Puisqu'ils ont ciblé Tadeo Allende, donc il y a une arrivée imminente. Hein. Il arriverait du Celta Vigo sous la forme d'un prêt d'après César Luis Merlo. Le Celta n'avait pas l'air de trop compter sur lui. Il a fait qu'un match cette saison. Il avait été prêté également à Godoy Cruz, où il a fait 49 matchs, 9 buts, 3 passes D. Alors je connais pas du tout le joueur, c'est une énigme, mais il va remplacer Léo Campagna, je pense, dans la profondeur d'effectif pour faire souffler Luis Suarez dans les périodes un peu rudes où ça enchaîne les matchs ou sur les terrains synthétiques lorsque les genoux de Luis Suarez grincent un peu. On nous dit également que Miami a ciblé Gonzalo Luyan, un défenseur de 23 ans de San Lorenzo, toujours argentin, et qu'ils ont des négociations très avancées avec le Racing en Argentine pour un échange entre Facundo Farias et le milieu de terrain Baltazar Rodriguez.
Donc ça peut être intéressant, hein. Ça permettrait à Miami d'avoir un jeune joueur qui a l'air prometteur de ce que j'en ai lu et Miami a également prévu aussi de viser Telasco Segovia qui joue à Casa Pia. C'est un jeune milieu de terrain de 21 ans. Donc affaire à suivre, voilà. Miami qui, je pense, a l'intention de se renforcer au milieu et sur de très jeunes profils argentins, bien sûr, pour pas que ça bouge. On arrive à du croustillant du côté de Columbus. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que je vous disais qu'il y a zéro rumeur sur Cucho, et je le disais même sur les réseaux sociaux, je crois que c'est mercredi. Et en fait, dans l'heure qui a suivi, on nous sort une alerte. Botafogo va attaquer et faire une offre pour Cucho Hernandez. Bon, maintenant, on a appris que Botafogo, clairement, payait pas ses joueurs, donc j'ai envie de vous dire, est-ce que cette rumeur vaut encore le coup d'être commentée? Moi, clairement, je vais vous dire mon avis, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Aujourd'hui, je vois Botafogo comme un tremplin vers l'Europe pour les joueurs de MLS par rapport à Lyon et la galaxie de John Textor. Cucho a déjà flop en Europe. Il est très bien loti. Il a un salaire à 2,8 millions du côté de Botafogo, valorisé à peu près 10 millions. Je pense que Botafogo, ils ont libéré de la masse salariale de ce qu'on m'a dit. Mais il va falloir envoyer un Checos assez balèze et même lui signer un contrat supérieur, je pense, à 2,8 millions. J'ai du mal à le voir partir, clairement. Coup de chaud, je pense qu'il est très bien à Columbus, que si l'équipe bouge pas, il va rester. À moins d'une énorme offre irrefusable de transfert et d'un gros salaire, je le vois vraiment pas bouger. Mais bon, le mercato est long, hein. Aujourd'hui, on est le 10 janvier quand je vous parle. Et ça va encore durer. On sait toujours pas d'ailleurs les dates, mais jusqu'à certainement la fin avril, le mercato. Pareil, on a un joueur, donc Mofarzi, souvent suivi sur les fenêtres de mercato, hein, par des clubs européens. Et on nous a dit que c'était Saint-Etienne et Blackburn qui surveilleraient sa situation. On rappelle que c'est un joueur qui a choisi la nationalité algérienne. Il a prolongé en 2024 jusqu'en 2027 avec une option club pour 2028. Bon, il est évalué à 2,5 millions. Je ne sais pas si aujourd'hui, ouais, c'est un joueur que Columbus est prêt à laisser partir, même si je pense qu'il est prêt pour l'Europe. Je sais pas où ces rumeurs peuvent mener à son sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un joueur très fiable en MLS, sur lequel Wilfried Nancy compte très régulièrement. Passons maintenant à notre autre Argentin, qui fait un peu moins des siennes que ses collègues, c'est Lucho Acosta du côté de Cincinnati. On nous disait que Corinthians aurait fait une offre pour le recruter en prêt. Alors déjà, je pense que recruter en prêt, si ils accepteront jamais, hein. Cincinnati, je pense que s'ils doivent faire quelque chose, c'est une grosse offre pour Lucho Acosta, à qui donne beaucoup d'argent, qu'ils ont prolongé l'année dernière. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, Lucho, c'est pas du tout au Corinthians qui va aller, ce serait à Boca. Bon, il y en a eu la conférence de presse hier de Pat Noonan qui disait qu'il était toujours derrière Lucho Acosta, qu'il comptait dessus, qu'il attendait son retour avec impatience. Même si Lucho Acosta, voilà, leur a fait part de son envie de retrouver Boca. Moi, je le suis sur Instagram. Je peux vous dire que même quand il souhaite l'anniversaire de son fils ou quoi, il met une photo de Cincinnati. Mais bien sûr, en deuxième, il faut bien qu'il mette la photo de Boca, hein. Voilà, si on n'a pas compris que Lucho Acosta il veut rentrer à Boca, c'est qu'on est aveugle. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il va revenir à la reprise parce qu'il n'est pas encore rentré? On le saura, je pense, dans le week-end et les jours à venir, puisque les clubs de MLS vont reprendre l'entraînement en début de semaine prochaine et leurs stages de pré-saison vont démarrer. Barreal Santos au Brésil, ça chauffe. Voilà, il y aura un accord qui serait trouvé entre les différentes parties. Ça doit pas être loin d'une officialisation. Donc voilà, Barreal va revenir pour repartir tout de suite après son prêt à Cruzeiro. Cette fois-ci, il irait à Santos. À voir si c'est un prêt avec option d'achat cette fois-ci ou une vente sèche comme Cincinnati le souhaitait. Pat Noonan, je vous disais donc qu'il avait sa conférence hier. Donc Pat Noonan, vous noterez, c'est le coach de Cincinnati. Il a dit qu'il y avait des postes clés où ils avaient besoin de se renforcer et que ce serait plutôt du côté de la défense centrale, hein, puisqu'ils ont eu quelques départs. Également un poste de latéral gauche et un joueur offensif. Donc voilà, Cincinnati qui a recruté Kevin Denke, qui va, à mon avis, leur faire beaucoup de bien devant. C'est pour ça que j'aimerais pas que Lucho Acosta parte. Ça ferait une très grosse attaque, je pense. En plus de Luca Orellano, Cincinnati aurait vraiment une grosse équipe sur le papier. On revient sur Montréal. Alors Montréal, bon, il appartient plus à Montréal, mais Joseph Martinez qui est parti de Montréal. Il y aurait le Racing, donc en Argentine, qui serait en négociation avancée pour le recruter. Donc voilà, Joseph Martinez, moi j'avais pensé à un moment qu'un club de MLS allait s'intéresser, mais c'est vraisemblablement du côté de l'Argentine qu'il y a des intérêts et du Racing.
qu'on retrouve souvent, hein, qui recrute aussi pas mal en MLS, donc voilà. Et ensuite, on a eu une rumeur qui a été reconfirmée hier par Tom Bogert, qui concerne le gros club égyptien de Zamalek, qui négocierait avec Montréal pour signer Maala Opoku. Alors pour moi, s'il y a un chèque à récupérer, moi, Maala Opoku, qui est une grosse déception de la saison dernière, je le laisse partir, hein. Maala Opoku, c'est le même acabit que Sunusi à Montréal. Pour moi, il y a pas d'intérêt de garder ces joueurs, sauf les garder dans l'effectif en rotation. Opoku, je pense qu'ils peuvent trouver mieux. Alors, il a été très décevant et l'AFC, je pense qu'il était dans un schéma où l'équipe roulait sur la MLS à cette époque et que là, il est arrivé dans le dur à Montréal et que c'est très compliqué. Donc voilà, je pense qu'il a un gros salaire en plus. Donc ça libérait un peu de fraîche pour Montréal. Alors Zamalek, pourtant, ce serait une option de prêt, hein, avec une option d'achat. Et voilà, de ce que j'avais noté, c'est que Montréal, en fait, ils veulent vraiment que ce soit une vente sèche. Donc comme quoi, ils veulent s'en débarrasser et récupérer certainement un billet pour ensuite le réinvestir. Et on va rester du côté du Canada et parler de Toronto. Alors, on a le feuilleton Insigné là-bas. Donc Toronto veut s'en débarrasser et Insigné veut s'en aller de ce qu'on sait. La Fiorentina, ce serait les favoris pour l'accueillir. Il y aurait Com aussi. Il y aurait des clubs d'Arabie Saoudite, des clubs du Qatar. Bon, Insigné, hier, il y a eu la question qui a été posée à Osorio. Il a dit tant que le joueur est là, on compte sur lui. Voilà, il n'a pas voulu trop s'étaler, mais bon, on comprend bien que depuis des mois, Insigné veut partir. C'est pas parce qu'il a fait une publi Instagram en disant je veux. Enfin, mais il a même pas dit justement. C'est plus que les supporters se sont dit ah cool, il veut rester. Bon, écoutez, moi je pense que la première porte de sortie qu'il y a pour lui, il faut le vendre, il faut libérer les 15,4 millions de dollars qu'il prend. Même avec tout son talent, hein, dans le vestiaire, il crée beaucoup de problèmes, il s'entendait pas du tout avec l'ancien coach. Je pense qu'il a un ego assez surdimensionné et voilà. À l'inverse de son pote Bernardeschi qui a l'air vraiment déterminé à rester, il y aurait des négociations de prolongation de contrat. Je pense qu'il faut arrêter avec une signée et passer à autre chose tout simplement. Hier, on a appris du côté de Minnesota que l'international Timo Pukki négocierait le rachat de son contrat. Donc enfin, c'est plus Minnesota qui négocie pour racheter son contrat et le libérer. Et il y aurait un club finlandais qui serait intéressé. Ça libérait un spot d'IP et également permettrait à Minnesota d'envisager de recruter un attaquant. Timon Pukki qui cartonnait à Norwich en Championship. Je suis assez surpris du flop qu'il y a à Minnesota en MLS. Voilà, une grosse déception, mais bon. 34 ans, il me semble. Un joueur pourtant, voilà, même en sélection, qui a toujours été bon, mais qui n'a pas réussi à trouver ses marques en MLS. Bon, ça arrive, voilà. Merci pour les services. Et puis, bah, s'ils peuvent se libérer de ce poids et signer un autre DP plus performant, bah, faites-le, Minnesota, clairement, faites-le. On va parler, pour terminer, de Orlando. Orlando a perdu donc Facundo Torres, mais ils auraient ciblé Pablo Solari de River pour le remplacer. Alors, on n'a pas eu plus d'informations dernièrement, mais voilà, ils auraient ciblé ce joueur. Bon, il y avait un autre joueur, je pense ils auraient pu se pencher dessus, c'est Rames Rodriguez qui a été libéré par le Rayo Vallecano. Il y aurait deux clubs de MLS qui auraient montré leur intérêt. Moi, je l'avais dit, je le verrais bien à Orlando pour remplacer justement Facundo Torres, plus axial, oui, mais apparemment, il serait avancé avec d'autres clubs, plutôt dans d'autres pays. Donc écoutez, en Colombie, j'ai vu Argentine, donc affaire à suivre sur Rames Rodriguez. On arrive à la fin de l'épisode 3, 100% mercato aujourd'hui, hein, voilà, vous avez vu, il y a une actualité mercato qui est assez intense en MLS. Et c'est pas fini, hein, c'est que le début, puisqu'on est que le 10 janvier aujourd'hui où j'enregistre. Je tenais également à vous remercier pour tous ceux qui ont écouté le podcast. J'espère que vous apprenez des choses, j'espère que vous avez des infos que vous n'avez peut-être pas vues ou loupées sur les réseaux, sur mon compte où j'essaie d'en partager un maximum. Demain, j'ai le plaisir, donc demain on sera le 11 janvier de recevoir Antoine Latran, pour ceux qui ne le savent pas, qui tient la page Culture Soccer et qui a tenu le site Culture Soccer des années. Alors là, on va revenir un petit peu plus avec Antoine sur le côté historique de la MLS, l'évolution de la MLS. Il y aura pas mal d'anecdotes, je pense on va se régaler, et même moi je vais me régaler à enregistrer avec lui. Donc ne manquez pas ça, je vais vous le sortir je pense dans le week-end ou peut-être lundi. Et puis bah, cet épisode, j'espère qu'il va vous apprendre pas mal de choses sur le mercato. Bon, soyez sûr que ce soir, à partir de 16h où les États-Unis vont se réveiller, ça va encore bouger dans tous les sens et que ce sera plus à jour. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'était Emilien pour le MLS Time. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.